Moi, je suis le docteur Fradé, mais bon, je connais déjà beaucoup de monde parmi vous. Je suis dans le service de diabétologie de l'hôpital de La Roche-sur-Yon avec d'autres médecins diabétologues dont certaines sont présentes ce soir. C'est pour dire à quel point le sujet est important pour les personnes concernées, mais aussi pour les soignants. On a besoin d'avoir des informations fiables de manière à répondre clairement aux questions qui peuvent nous être posées par les personnes que l'on voit dans le cadre du suivi du diabète. Et il se trouve que la législation sur le permis de conduire et le diabète, ça a pas mal évolué ces dernières années. Il y a eu déjà les premiers textes qui sont sortis en 2012. L'information n'avait pas été, je trouve, très bien diffusée. Et on s'est rendu compte dans les années qui suivaient qu'il y avait plein de gens qui ne savaient pas, en fait, que c'était important de se renseigner sur les conditions de validation d'un permis de conduire. Les textes ont ensuite encore évolué en 2017, si bien que c'est très compliqué d'avoir les idées claires. Alors c'est pour ça que ce soir, je pense qu'on va pouvoir avoir des informations fiables, des réponses tout à fait claires aux questions que vous posez et que je vous invite à poser tout ce qui vous passe comme question par la tête à la fin de l'exposé. Exposé qui est également diffusé en même temps sur Facebook, sur le site de l'AFD. Donc je vous remercie d'accueillir chaleureusement Madame Sophie Trio, qui va donc intervenir pendant environ 40-45 minutes, et puis ensuite toute la place sera faite à l'échange et aux questions que vous vous posez. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là déjà. Bon, vous me dites si vous ne m'entendez pas, mais a priori ça fonctionne bien. Alors, moi je suis Sophie Trio. Je suis conseillère sociale et juridique à la Fédération française des diabétiques depuis un certain nombre d'années déjà. Donc j'ai suivi notamment les évolutions sur le permis de conduire, mais pas que sur ce sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs sujets, en fait, notamment les problématiques qui intéressent le plus les personnes diabétiques, en tout cas les personnes que j'ai en contact, puisque je vais vous faire un petit déroulé, je vais vous présenter la fédération en quelques mots et le service social et juridique et ses particularités déjà. Donc la Fédération française des diabétiques, c'est une association de patients qui est dirigée par des patients et qui est reconnue d'utilité publique. Donc on a 88 associations sur toute la France et donc ici on a quelques représentants de nos associations fédérées et un siège à Paris. Donc le service social et juridique, sa particularité, c'est qu'on a des permanences téléphoniques qui se déroulent 2 fois par semaine et qui sont ouvertes à tous. Adhérents, non-adhérents, professionnels de santé, entourage familial. Et donc les questions, les domaines d'intervention qui reviennent, on va dire, le plus souvent, c'est l'accès à l'emploi, donc avec en droit du travail, l'accès à l'emploi, la discrimination à l'emploi, le maintien dans l'emploi, notamment la problématique des métiers interdits que j'aborderai un peu plus tard, l'accès à l'assurance, donc ça c'est l'assurance emprunteur lorsqu'on veut acheter un bien immobilier. Et puis aussi tout ce qui est dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées avec les dossiers de carte d'invalidité, d'allocation adulte handicapé. Alors je ne dis pas que ça concerne toutes les personnes diabétiques, mais il peut arriver un moment dans sa vie où, lorsque les complications apparaissent, on ait besoin de monter ce type de dossier. Notamment également la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors la particularité notamment aussi du service social et juridique, c'est qu'on a un système de protection juridique et on travaille avec une avocate sur les dossiers de discrimination au travail où là les frais de l'avocate sont intégralement pris en charge par la fédération. Là c'est un service qui est réservé aux adhérents. Donc vous voyez, en 2018, on a traité à peu près 2000 demandes. Et vous voyez que la moitié des demandes, c'est notamment lié au travail, à l'assurance et au permis de conduire. Donc le permis de conduire, je vais vous en parler plus longuement par la suite. Et je pense que c'est ce sujet-là qui vous intéresse le plus notamment.
Donc quelques chiffres, on voit que le nombre de personnes diabétiques ne cesse d'augmenter. Là aujourd'hui on est à près de 4 millions de personnes diabétiques avec un taux de prévalence qui ne cesse d'augmenter et des dépenses évidemment de santé qui ont doublé en 10 ans et qui représentent à peu près 10% des dépenses de l'assurance maladie. Donc c'est un véritable enjeu de santé publique. Aujourd'hui, différents traitements, donc ça vous les connaissez. Ce qui me semblait important, c'était vraiment la problématique aujourd'hui, en tout cas de ce que les gens me disent, c'est pas tellement le diabète, c'est plutôt l'hypoglycémie. C'est toujours ça qui revient, ce problème de l'hypoglycémie, notamment dans le travail, ou comment je gère si je fais des hypos qui ne sont pas ressentis. Donc effectivement, le traitement au quotidien est contraignant, puisqu'il y a des injections d'insuline à faire plusieurs fois par jour, des autocontrôles, même si aujourd'hui ça tend à s'améliorer, mais c'est pas accessible à tous. Voilà, il faut manger bien, il faut il faut pratiquer du sport, il faut rencontrer des médecins régulièrement. Donc c'est quand même de réelles contraintes dans la vie quotidienne, hein. Et donc ces principales contraintes, effectivement, se font le risque et l'hypoglycémie, qui peut aujourd'hui être minimisé grâce aux nouveaux traitements, notamment les traitements hypoglycémiants, les analogues de l'insuline, et puis aujourd'hui les nouveaux dispositifs comme la lecture du glucose en continu ou le système flash du freestyle libre. Les contraintes également thérapeutiques par rapport aux horaires, qui là aussi ont tendance à évoluer, où aujourd'hui on dit que c'est le traitement qui doit s'adapter à la vie du patient et plus l'inverse. Avant c'était le traitement qui dirigeait la vie du patient. Je dois manger à telle heure, je peux pas déroger, etc. Aujourd'hui on voit que c'est de plus en plus souple grâce à l'insulinothérapie fonctionnelle, etc. Alors je dis pas que ça concerne tout le monde, mais ça a tendance quand même à s'assouplir. Et puis, on voit aussi que le travail physique peut être un problème, mais pareil, ça tend à s'améliorer grâce à la mécanisation du travail, la souplesse des horaires qui peut être possible, le travail en équipe. Voilà. Donc, quand on parle de travail isolé, etc., c'est de moins en moins vrai. Alors, donc là, je vais vous parler de l'emploi. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de personnes qui nous disaient moi, je subis des discriminations dans mon emploi. Dès que j'ai dit que j'étais diabétique, j'étais en période d'essai, ma période d'essai s'est interrompue, je ne sais pas pourquoi. Ou au moment de l'entretien d'embauche, j'ai décidé de dire que j'étais diabétique parce que pour moi, ça me semble être de l'honnêteté, même si voilà, on est tout à fait libre de ne pas le dire. Et donc, par rapport à tous ces témoignages, on a décidé de faire une enquête, de réaliser une enquête. Et là, on s'est rendu compte, les chiffres sont assez édifiants, qu'il y a quand même 16% des personnes qui s'estiment victimes de discrimination pour accéder à un emploi. Et que 1 sur 4 ont été victimes de discrimination en cours de carrière. Et que du coup, ce qui amène à ce dernier chiffre, c'est qu'une personne sur 3 a décidé de cacher son diabète à son environnement professionnel. Justement par peur d'être nié. Ça, je pense que pour chaque personne, pour chacun d'entre vous, chaque histoire est différente, mais je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront dans ces chiffres. Et également, le rapport du défenseur des droits révèle bien ce problème de discrimination, puisque l'état de santé est le 2e motif de discrimination au travail et le 3e motif dans l'éducation et dans la formation professionnelle. Les diabétiques sont très présents sur le marché de l'emploi, puisqu'on a quand même plus d'1 million de personnes diabétiques qui sont en emploi, mais 500 000, presque 500 000 qui sortent de manière anticipée du marché du travail. Donc de manière anticipée, c'est les personnes qui sont déclarées inaptes à leur poste ou qui sont mis en invalidité par le médecin conseil de la sécurité sociale ou en retraite pour une invalidité lorsqu'ils sont fonctionnaires. Donc il y a différents cas, mais c'est un chiffre qui est très important. Et donc le coût de l'absentéisme, évidemment, aussi est important. Donc ce que la fédération a fait par rapport à cette problématique de l'emploi et de discrimination dans l'emploi, en 2012, on a réuni un comité d'experts avec des diabétologues, médecins du travail, avocats, pour se poser et se dire, voilà, aujourd'hui il y a des métiers qui sont interdits,
Au-delà de tout type de métier, il y a vraiment des métiers interdits par des textes. Et on a passé en revue ces métiers pour dire est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord, est-ce que ça mérite d'être interdit ou pas. Voilà. Donc on a conclu par un livre blanc. Et puis on a continué à travailler sur le sujet en faisant des recommandations. Et en 2017, on a mis en place une campagne, peut-être que vous en aviez entendu parler, qui s'appelle « Je fais un vœu ». On a récolté plus de 40 000 signatures et on a eu le soutien de pas mal de parlementaires. Et c'est un travail qu'on continue à faire. Aujourd'hui, on a rencontré la Direction générale de l'aviation civile et des affaires maritimes pour faire évoluer le métier de marin et de pilote d'avion, puisque aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont interdits aux personnes diabétiques. Donc ça avance, ça prend du temps, puisque vous voyez, entre 2012 et aujourd'hui, ça n'a pas évolué encore réglementairement, mais ça suit le chemin et c'est très très favorable. Ce que je vous propose, alors je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est de regarder, je ne sais pas si elles sont en fait, j'ai pas... c'est pas très grave, sinon c'était vous proposer de voir un petit témoignage d'une personne... Je vais essayer de le mettre. Je m'appelle Alizé Agier, bon. J'ai 22 ans. Ça fait 3 ans que je suis diabétique et j'aurais voulu rentrer dans la police nationale. J'ai débuté le karaté à l'âge de 5 ans. J'ai découvert le diabète et 1 an après, je fais championne du monde. C'est vraiment un accomplissement personnel extrême, puisque au karaté, maintenant on est passé discipline olympique, mais c'était jusqu'à maintenant le Graal pour le karaté. Et voilà, j'ai pu montrer qu'avec le diabète, tout est possible. Je suis très sportive et c'est vrai que c'est un métier qui me faisait rêver et j'ai passé les concours. J'ai réussi les examens écrits, les tests physiques haut la main, les tests psychologiques aussi, psychotechniques. J'ai passé l'oral et en dernière étape, on va dire, avant d'entrer en école de police, il y avait la visite médicale et j'aurais voulu me mettre apte, mais ils voulaient quand même l'accord du boss des médecins qu'ils ont eu au téléphone et c'est lui qui m'a refusé, qui a dit que pour lui ce serait un non catégorique, même si je fais du sport au niveau. Voilà, il y a des personnes très motivées pour faire cette profession, qui est une belle profession et oui, c'est dommage de ne pas pouvoir y avoir accès. On ne tient pas compte des avancées et du cas par cas des personnes. J'ai un vœu pour cette nouvelle année, ce serait que éventuellement les politiques s'intéressent plus à ce problème, même si ça ne me servira pas à moi, que ça serve aux générations futures, que les portes ne restent pas fermées devant leurs rêves. Donc vous voyez, en fait, Alizé, c'est vraiment le cas emblématique, puisqu'elle est championne de haut niveau, qu'elle a un diabète très bien équilibré, mais malgré tout, en fait, aujourd'hui, les textes lui interdisent d'intégrer la profession, d'intégrer la police. Et alors, il faut savoir que pour Alizé, on a été plus loin, on a contesté l'avis du médecin auprès du tribunal administratif qui nous a donné raison. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de recours de la part du ministère de l'Intérieur. Donc, on pourrait considérer que Alizé, aujourd'hui, pourrait intégrer la police. Mais bon, c'est pas son souhait parce qu'effectivement, entre le moment où ça s'est produit et le moment où on a eu le résultat du tribunal administratif, il y a eu 1 an. Donc en 1 an, elle ne s'est pas tourné les pouces, elle a intégré une autre formation. Mais elle a voulu aller au bout de la démarche pour vraiment essayer de faire avancer la cause. Mais pour un autre jeune qui a exactement le même parcours qu'Alizé, lui c'est un peu plus dramatique puisqu'il a voulu être marin, on lui a dit non, et ensuite il a voulu intégrer la police, on lui a dit non. C'est un peu dur parce que quand on est diabétique, il y a déjà plein de contraintes au quotidien. Quand on est jeune, on n'a pas envie de se dire il faut que je fasse ci ou ça. On nous dit tout le temps je dois vivre comme tout le monde, je suis une personne normale, mais quand je veux intégrer certains métiers, finalement je suis plus normale, je suis handicapée, je suis diabétique, donc voilà, ça a été compliqué pour lui. Donc pour lui aussi, on a fait un recours et aujourd'hui, donc pareil, le tribunal administratif a dit ok, il n'y a pas de raison qu'il soit déclaré inapte, sauf que au niveau de la médecine de la police, ils font le mort, ils ne veulent pas le réintégrer. Donc voilà, même si on nous donne raison, c'est très très compliqué pour que ça change. Hein. Donc vous voyez ici un petit panel des métiers interdits.
Voilà. Alors, il faut savoir qu'entre 2012 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements, même de notre part, puisque nous, en 2012, on disait que sapeur-pompier, pour nous, c'était pas possible. Ça pouvait pas être un métier qui pouvait être accessible aux diabétiques. Aujourd'hui, on a complètement changé d'avis. On a rencontré des pompiers diabétiques qui ont eu des autorisations pour continuer à être sur le terrain, avec quelques restrictions, mais assez peu. Voilà. Et là, on va intervenir au congrès de santé des sapeurs-pompiers pour justement essayer de faire évoluer les mentalités aussi. Vous voyez, le métier de marin, personnel navigant commercial, donc les hôtesses de l'air et les stewards. Vous avez également le personnel navigant technique, donc ça c'est les pilotes, mais également les aiguilleurs du ciel. Donc là, pour les aiguilleurs du ciel, c'est un peu plus compliqué, parce que la tension est vraiment constante. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un défaut d'attention de quelques minutes. Pour le pilote d'avion, c'est un peu différent, puisque quand on a rencontré la Direction générale de l'aviation civile, ils nous ont bien dit qu'un pilote, il doit avoir un moment d'attention très importante pendant 15-20 minutes pour le décollage et 15-20 minutes pour l'atterrissage, et qu'il est toujours en compagnie d'un copilote, et que s'il y a un protocole qui est bien mis en place avec des glycémies qui doivent être à temps, voilà, un niveau de glycémie prise 1 heure avant, 30 minutes avant, 15 minutes avant et au moment du décollage, ce serait possible. Donc on espère vraiment que ça va évoluer favorablement, mais a priori c'est le cas. Ça, je pense que ce sera un des premiers métiers qui sera ouvert. Alors il faut savoir qu'en France, on est très strict. Il y a plein de pilotes diabétiques dans plein d'autres pays, notamment en Angleterre. Après, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, notamment par rapport au... Souvent, on nous parle, vous savez, de l'avion de la Germanwings où le pilote s'est crashé parce qu'il avait un traitement, parce qu'il était dépressif, parce qu'il n'aurait jamais dû voler, etc. Donc après... il n'y a absolument aucun rapport, mais effectivement, ça peut faire peur. Après, s'il y a un protocole de mise en place, j'ai envie de dire presque qu'il y a moins de risques qu'un autre pilote qui pourrait faire un malaise vagal ou une crise cardiaque, j'en sais rien. Là-dessus, voilà, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas zéro, le risque zéro n'existe pas en fait, tout simplement. Mais c'est la maîtrise du risque qui est importante. Alors, contrôleur de la SNCF, c'est pas que contrôleur de la SNCF, c'est tous les métiers de sécurité de la SNCF. Et finalement, quand on creuse un peu, on se rend compte que à la SNCF, la particularité, c'est quasiment tous les métiers aujourd'hui sont des métiers de sécurité. Donc, c'est quasiment impossible d'intégrer la SNCF. C'est-à-dire que on pourrait dire que pareil, le conducteur du train, bon, à la limite, ça peut s'entendre, voilà. Mais le contrôleur, je vois pas. Mais bon, voilà. Après, vous avez d'autres métiers comme officier des haras nationaux. Il y en a peut-être plus beaucoup, mais là, il n'y a aucun intérêt. Alors, il y a deux raisons à ça. Hein. Il y a une réglementation très ancienne avec des textes qui datent des années 50. Et donc, c'est ces textes-là qu'il faut faire évoluer. Et puis les traitements et les dispositifs aujourd'hui innovants, puisque dans le diabète, ça va très vite. On le voit, comme je vous le disais, avec les nouveaux traitements, les nouveaux systèmes d'autosurveillance. Et un pilote, là, a priori, on se dirigerait plus, par exemple, pour le pilote d'avion, qui aurait un système flash, qui pourrait contrôler sa glycémie sans avoir sortir son appareil, se piquer le bout du doigt, attendre le résultat, même si le résultat est très rapide, toute la période, la phase avant, il y a quand même quelques minutes, alors qu'avec le système, il a juste à passer son lecteur ou son téléphone, bientôt sûrement, et voilà, c'est en temps réel, enfin, c'est très 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 rapide. Donc ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on met en avant, nous, pour permettre une évolution des textes. Alors, bon, on passera peut-être aux questions, je vais enchaîner, puis on fera toutes les questions à la fin, ou à moins que vous vouliez poser des questions par thématique, ou on voit à la fin. Qu'est-ce que vous entendez comme métier personnel navigant commercial ? C'est les hôtesses de l'air et les stewards, c'est ce qu'on appelle les PNC. Ouais. Et technique, c'est les pilotes d'avion et les aiguilleurs du ciel. J'avais aussi une question. Oui. Diabète, vous entendez diabète, quel que soit le type de traitement dans ce qu'on vient de voir ? Non, ça dépend du traitement. Après, là, en fait, puisque c'est pour intégrer le métier, donc généralement, on parle plutôt quand même de diabète de type 1.
puisque le maintien dans l'emploi, c'est différent. Là, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, on est dans l'accès à l'emploi. Pour le maintien dans l'emploi, c'est des gens qui sont reclassés. Le pilote va être reclassé au sol, voilà. Mais c'est au bon vouloir du médecin. Il peut. Après, ça dépend quel traitement il a. Si c'est un traitement hypoglycémique, en fait, la problématique, c'est l'hypoglycémie. Donc, si c'est un traitement non hypoglycémiant, je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, ça concerne assez peu de gens. Peut-être au début, à la découverte du diabète, puis avec le temps, voilà, ça évolue, donc c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est que le maintien dans l'emploi, c'est plus facile, entre guillemets, puisqu'on est déjà, on connaît le métier et qu'il n'y a pas de reconversion. Enfin, une reconversion, ça peut être un peu compliqué, embêtant. Alors qu'un jeune, on va lui dire, OK, tu peux y aller. Puis finalement, peut-être que dans 10 ans, il ne pourra plus faire le métier pour lequel voilà, il a Ils nous ont aussi dit que l'école de pilote, elle coûte très très cher, en fait. Donc, investir... sur ça et puis finalement voilà. Mais bon, après nous, ce qu'on leur a dit, c'est que si un jeune il a ce rêve là et que il est au courant, il est tout à fait conscient que demain ça peut s'arrêter, et voilà, s'il a envie de le faire, faut lui donner l'opportunité au moins d'essayer, voilà. Après, on dit pas que toutes les personnes diabétiques peuvent être pilotes, et ça, il y a quand même de toute façon, il faut avoir des qualités intellectuelles notamment. Et puis avoir un diabète qui est bien équilibré, il faut avoir voilà, une bonne compréhension de la maladie. Oui. Oui. Je pense que la réglementation ancienne devait se polariser plus le diabète 1 que le diabète 2. En fait, le problème de la réglementation ancienne, c'est qu'il parle de diabète sucré, de diabète gras, des termes qu'on n'emploie plus aujourd'hui. Et donc, en fait, ça n'a aucun sens. Et donc, les médecins, si vous voulez, ils interprètent comme ils le veulent. Donc, il y a certains médecins qui connaissent pas bien le diabète, ils ont peur de prendre la responsabilité d'eux. Donc après, je pense que c'est même pas une question de type de diabète. Comme je disais, je pense que c'est la problématique, c'est le traitement. Quel traitement la personne elle a? Si c'est un traitement à l'insuline, que ce soit un type 1 ou un type 2, ça devrait être la même chose. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Dans les textes, effectivement, ils vont plus orienter les choses quand ils parlent de diabète sucré sur le diabète de type 1. Oui. Dans l'hypothèse où le diabète se déclare au cours de l'activité professionnelle, est-ce qu'il y a une obligation légale de déclarer à l'employeur? Il n'y a aucune obligation de déclarer son diabète à l'employeur. Peu importe le métier, même des métiers qui sont listés ici, les métiers interdits. Aucune obligation. Il n'y a pas la responsabilité de la personne ne peut pas être engagée. Non, il n'y a pas d'obligation de le dire ni à l'employeur ni au médecin du travail. Après, par rapport à notre expérience et au retour et aux témoignages qu'on a, moi j'ai plutôt tendance à dire l'employeur, évitez de le dire, parce que c'est pas une question d'honnêteté, comme je vous disais tout à l'heure. Quand vous présentez un entretien d'embauche, vous leur dites pas bonjour, je suis mariée, j'ai 3 enfants, je suis diabétique. Non, l'employeur il s'en fiche, enfin il s'en fiche, ça dépend. Mais ça reste des informations personnelles. Donc c'est pas quelque chose qu'on est obligé de donner. Et puis on sait que ça donne moins de chances parce qu'il y a des a priori, et que si vous tombez en face de quelqu'un qui connaît pas le diabète, il va se dire oula, lui il va être souvent en arrêt maladie, il va souvent s'absenter pour aller voir tel ou tel médecin. Non, je vais en prendre un qui a pas de problème, enfin, de ce qu'il croit. Donc voilà, il vaut mieux éviter de le dire. Au médecin du travail, je suis un peu plus mitigée. C'est-à-dire que le médecin du travail, il est quand même là pour... il a un vrai rôle de conseiller du salarié. Donc c'est lui qui va être là pour des aménagements de poste, des aménagements d'horaire, et qui va voilà, avoir une surveillance plus particulière renforcée auprès des personnes qui ont une maladie chronique. Et donc du coup, s'il ne le sait pas, c'est compliqué d'agir pour lui. Après, on n'est pas obligé de lui dire, et quand on voit que ça se complique un peu, on peut aller le voir et lui en parler. Mais aucune obligation dans les deux cas. Hein. Oui. Oui, vous avez parlé d'un reclassement, du bon vouloir du médecin. Vous nous dites que c'est le médecin qui décide, mais quel médecin? C'est le médecin du travail, le médecin du patient? C'est qui a foi dans ce cas-là?
Alors là, sur les métiers dont je vous ai parlé, c'est pas des médecins du travail. On n'est pas dans la sphère privée, on n'est pas dans le privé. Si vous avez vraiment le privé, le public. Tout ce qui est marin, pompier, gendarme, police, c'est des médecins qui sont eux-mêmes sapeurs-pompiers, eux-mêmes policiers. Enfin voilà, ils sont dans le corps de métier. Voilà. Alors que le médecin du travail, c'est le médecin du travail qu'on a tous quand on travaille dans le privé en fait. Et donc l'aptitude la reconversion, c'est le médecin du travail. Après, normalement, en bonne intelligence, il se met, ou en tout cas, il demande à son patient de se mettre en relation avec le diabétologue pour que le diabétologue puisse donner les éléments médicaux. Nous, souvent, c'est ce qu'on conseille. On leur dit, bah, écoutez, moi, souvent, c'est un peu, je veux pas caricaturer, mais encore récemment, j'ai un monsieur qui m'a dit, le médecin du travail, il veut pas me déclarer apte. Pourtant, j'ai un diabète bien équilibré. Mon diabéto me dit que même si le diabétologue n'est pas là pour décider de l'aptitude, mais il connaît son patient, il sait si le diabète, ça se passe bien ou pas. Et ben, ce médecin du travail ne voulait pas le déclarer apte, malgré les certificats médicaux. Donc il a quand même un rôle, le médecin, mais c'est quand même lui qui décide. Au final, c'est toujours le médecin du travail qui décide. Bon, voilà. Bah non, justement, non. On a vu des pilotes atterrir complètement sous dans les copiques. Non, mais justement, c'est pour ça qu'on veut faire changer les choses. Bien sûr, c'est pour ça qu'on travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années déjà, pour justement qu'il n'y ait plus cette discrimination, bien sûr. Après, il faut remettre les choses en contexte. Il y a 10 ans, les traitements n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Hein. Donc voilà, il faut... une hypoglycémie, même aujourd'hui, quelqu'un qui fait des hypoglycémies non ressenties, on ne va pas le mettre dans un cockpit. Voilà, je pense qu'il faut quand même rester responsable. Avant tout, c'est la sécurité. Vous voyez bien que c'est des métiers de sécurité. C'est la sécurité pour soi, mais la sécurité surtout des autres. Et donc, voilà, il faut quand même rester responsable. Mais non, il n'y a pas, évidemment, c'est pas plus dangereux que... Bien sûr que non. C'est même pas des catégories qui peuvent être... Il a la situation tout de suite. Oui. Donc il y aurait plus de précautions. Oui, bien sûr. C'est ce pourquoi... j'espère que ça changera. Enfin, en tout cas, oui, ça va changer, c'est sûr. Il n'y a pas de raison. Vous aviez des questions? Non? D'autres? C'est bon, on passe au permis alors? Vaste sujet? Je vous avouerai que j'ai pas très envie. Hein. Alors, donc le permis de conduire. Donc je vous ai mis 2 cas de figure. Le premier cas de figure, je passe le permis de conduire. Donc effectivement, il y a eu des évolutions réglementaires, mais pas que. Comme le docteur Fradé vous a dit, 2012, 2017, évolution réglementaire. Donc là, on a eu des arrêtés qui précisaient effectivement un certain nombre de choses sur la validité du permis, les conditions médicales pour pouvoir conserver son permis de conduire, le renouveler ou l'obtenir, etc. Depuis le mois de novembre 2018, il y a eu des évolutions, mais des évolutions d'interprétation des textes déjà existants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles circulaires ou de nouveaux décrets ou d'arrêtés. C'est une interprétation des textes en accord avec le ministère de l'Intérieur et la sécurité routière. Bon, je peux vous le dire, j'étais aux réunions qui se sont déroulées, donc ce que je vous dis là, c'est ce qui s'est négocié avec eux. Donc, il n'y a pas de... il y a plusieurs interprétations aujourd'hui des choses. Voilà, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ce que le ministère nous a répondu. Donc, aujourd'hui, je passe mon permis de conduire. Je dois aller voir mon médecin qui me suit pour le diabète, donc soit le médecin traitant, soit le diabétologue,
qui va vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à la conduite. On ne lui demande pas de faire un certificat d'aptitude. On lui demande simplement de vérifier que la personne ne fait pas d'hypoglycémie sévère. Bon, après, évidemment, ça reste du déclaratif. Pas d'hypoglycémie sévère. Donc, quand on dit hypoglycémie sévère, ça a une définition bien précise. C'est-à-dire que c'est la nécessité d'une tierce personne pour se resucrer. C'est pas je fais une hypo, je suis pas bien, je m'assois. Finalement, ma femme, mon ami, vient m'apporter un truc pour me resucrer. Non, c'est vraiment je ne peux pas le faire de moi-même. C'est ça l'hypoglycémie sévère. Donc ça reste quand même exceptionnel pour la plupart des gens, heureusement. Donc il va vérifier ça et il va vérifier que la personne, son patient, il maîtrise bien le risque hypoglycémique, il maîtrise bien la maladie. Tout simplement, il sait reconnaître les symptômes d'une hypoglycémie. Donc, discute avec lui de tout ça. S'il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de formalité particulière à accomplir. Le médecin indique dans le dossier médical, comme il l'aurait dû toujours le faire, pour se protéger lui aussi, indiquer, et pour protéger le patient, vu tel jour, pour pas de contre-indication à la conduite. Point. Ça, c'est la personne qui passe son permis. Si le médecin pense qu'il y a une contre-indication, il renvoie vers le médecin agréé. Et s'il ne sait pas, il a un doute, il hésite, il ne sait pas, il n'a pas envie de prendre la décision, il renvoie vers le médecin agréé. C'est prévu. Ça, c'est pour les gens qui passent leur permis. Vous me direz, c'est valable aussi pour les gens qui ont leur permis et qui ne l'ont jamais déclaré. Puisque la règle avant 2018, c'était tout le monde, dès qu'il y avait un traitement hypoglycémiant, devait passer une visite médicale avec un médecin agréé. Tout le monde. Que le diabète soit apparu avant ou après le passage du permis. Toutes les personnes diabétiques devaient le faire, avant novembre 2018. Enfin, toutes, sauf ceux qui n'ont pas de traitement hypoglycémiant. Oui. Peut-être, vous ne voulez pas que je finisse et puis on voit après? Ouais. Alors, ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, c'est j'ai mon permis, j'ai déjà passé une visite médicale avec le médecin agréé. Et là, du coup, je suis obligée de continuer de passer ces visites médicales. Parce qu'il y a une démarche administrative qui a été faite et le permis, il a une date de validité limitée. Donc, on ne peut pas juste dire je vais voir mon médecin, mais finalement, sur le permis, il y a toujours une date de validité. Donc, il faut le faire valider par la préfecture. Puisque de toute façon, dans ce cadre-là, c'est le préfet qui donne la décision finale sur l'avis du médecin agréé. Donc voilà, il y a deux cas de figure. Après, on espère et on fera tout en sorte pour qu'il n'y ait plus de catégories, que tout le monde puisse intégrer la première catégorie, le premier cas de figure. Ouais, voilà. Donc, ce que je vous disais, le médecin vérifie l'absence conscience altérée de l'hypoglycémie, qu'il comprend le risque de l'hypo et maîtrise ce risque, le retentissement ophtalmologique et le risque d'hypoglycémie sévère récurrente. Donc le risque d'hypoglycémie sévère récurrente, ce que je vous disais, sévère, c'est la nécessité d'une tierce personne pour se resucrer, et récurrente, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait eu plus de 2 par an. Mais 2 par an survenus pendant les heures de veille, quand on est éveillé, pas la nuit. Avant, on prenait tout, jour et nuit. Maintenant, on prend que celles qui ont lieu de jour. Ça, c'est suite à l'évolution réglementaire de décembre 2017. Ouais, c'est compliqué, hein. Mais voilà, ça reste... donc, c'est un peu moins restrictif qu'auparavant. Donc, le contrôle médical, il est tous les 5 ans, que ce soit avec le médecin agréé ou le médecin traitant ou diabétologue. On revoit son patient tous les 5 ans, ou avant si on le veut. C'est maximum 5 ans. Pour le groupe lourd, la durée maximale, elle est de 3 ans. Pour le groupe lourd, c'est un peu différent, puisque de toute façon, quand on a son permis poids lourd, on est obligé, diabétique ou pas diabétique, de passer devant un médecin agréé. Donc là, il n'y a pas de modification, ça reste comme pour tout le monde, comme tous les chauffeurs poids lourds, il faut passer... Alors, la petite différence, c'est que là, c'est 3 ans, et je pense que pour les autres, c'est 5 ans le maximum. Les critères sont un peu plus restrictifs. Alors, la validité, c'est 5 ans jusqu'à 60 ans, 2 ans après 60 et 1 an après 76 ans. Vous voyez, ça diminue. Hein. Bah oui, c'est un peu dur. Oui, 1 an après 76, c'est compliqué.
Ah oui, mais alors j'ai pas où elle est. Ah oui, donc pour le groupe lourd, c'est un peu plus restrictif, c'est qu'il ne faut pas avoir eu d'hypoglycémie sévère, du tout, aucune. Voilà. Bien identifier les symptômes, là c'est les mêmes conditions. Mais il ne faut pas avoir eu d'hypoglycémie sévère dans le cadre du permis poids lourd. Donc le groupe lourd, ça ne concerne pas uniquement les chauffeurs poids lourds. C'est-à-dire que vous avez plein de métiers qui sont intégrés dans cette catégorie-là. Les moniteurs d'auto-école, c'est la même réglementation en fait, c'est la réglementation du groupe lourd. Les ambulanciers, les taxis, c'est la réglementation du groupe lourd. Parce qu'il y a du transport de personnes. Donc c'est pour ça que c'est plus restrictif. Même si quand on est au volant de sa voiture, on peut potentiellement être un danger pour les autres usagers de la route. Mais c'est pas comme si on transportait 50 écoliers. Ou, ouais. Alors, par rapport à cette évolution, on a mis en ligne sur le site de la fédération des infographies pour essayer de faciliter la compréhension. C'est-à-dire que normalement, chacun d'entre vous, aujourd'hui, peut suivre un des chemins. Il n'y en a pas un qui peut, normalement, qui pourrait me dire « je rentre dans aucun cas de figure ». Ça, normalement, c'est impossible. Ça a été prévu pour. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah oui, si. Ah oui, c'est peut-être un peu flou, non? Vous ne voyez pas. Alors, je peux vous redire. La première. Bah, ouais, vous voulez venir voir? Non? Sinon, je vous dis ce qu'il y a d'indiqué. On le fait comme ça. Donc, la première, c'est je passe mon permis de conduire. Je vais voir mon médecin traitant spécialiste. À gauche, mon médecin estime que je respecte les conditions d'aptitude. Je ne coche pas la case sur le formulaire je déclare être atteint d'une affection incompatible avec le permis de conduire. Et donc, je peux continuer mes cours de conduite et passer mon permis. Et je revois mon médecin tous les 5 ans. L'autre cas de figure, donc je passe mon permis, je vais voir mon médecin, mais là, mon médecin, il pense que j'ai pas une bonne connaissance des... Attends, je vois pas très bien. Je n'ai pas une bonne compréhension des risques de l'hypoglycémie. Donc là, je coche la case oui. Là, on est vraiment sur le jeune qui passe son permis, enfin jeune ou moins jeune, celui qui passe son permis. Là, il y a vraiment un formulaire spécifique qu'on remplit à l'auto-école. Hein. Et donc là, je coche la case oui, je vais voir un médecin agréé de la préfecture, agréé par la préfecture, parce que c'est des médecins de ville, hein, les médecins agréés. Et là, il me dit si je suis apte ou non à la conduite automobile. Et idem pour les deux autres catégories. C'est mon médecin évalue que je suis à risque hypoglycémie sévère récurrente. Donc là, pareil, même chemin. Médecin agréé, ou mon médecin ne se prononce pas, médecin agréé. Donc ça, c'est pour je passe mon permis. Et l'autre cas de figure, c'est j'ai déjà mon permis de conduire. Donc là, j'ai déjà mon permis de conduire et j'ai déjà passé des visites médicales avec un médecin agréé parce que j'étais au courant de la réglementation et que je savais qu'il fallait que je passe des visites médicales. Donc, je continue à passer la visite médicale avec le médecin agréé qui va déterminer la durée de la validité du permis. Ou alors, je n'ai jamais passé de visite médicale, même si j'ai mon permis depuis 20 ans et que je suis diabétique depuis 10 ans, 20 ans. Je vais voir dans ce cas-là, si je ne l'ai jamais fait, mon médecin, comme pour le premier cas de figure, le médecin traitant ou le diabétologue. Et là, pareil, on revient sur ce que je vous ai dit juste avant. C'est soit il considère que je respecte les conditions d'aptitude à la conduite et dans ces cas-là, je ne fais rien et on se revoit dans 5 ans pour réévaluer les conditions. Ou alors, je ne respecte pas les conditions, donc soit je n'ai pas une bonne compréhension des risques et ou je suis à risque hypoglycémique sévère et récurrente. Ou alors, mon médecin ne se prononce pas. Dans ces cas-là, je vais voir le médecin agréé, c'est lui qui prend la décision. Est-ce que c'est clair ou pas? Parce que c'est un peu compliqué. Hein. Ça vous semble... On s'est donné du mal parce que c'est vrai que c'était compliqué et on a vraiment voulu faire quelque chose de très visuel et que tout le monde puisse se retrouver en fait dans une des catégories. Ça, je vous en ai parlé. Alors, pour les personnes qui n'auraient pas fait évaluer leur... on va dire quelqu'un qui devait aller voir le médecin agréé mais qui n'y est pas allé, ou quelqu'un qui a vu son médecin traitant et son médecin traitant lui a dit « vous devez aller voir un médecin agréé » qui ne l'a pas fait. Dans ces cas-là, on peut considérer qu'il y a une non-déclaration du diabète. Et donc là, l'assureur pourrait dire que le permis n'est pas valide et dans ce cas-là, refuser de couvrir les dommages en cas d'accident.
Et il y a effectivement aussi des sanctions avec amende et on peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Donc ça, c'est le code de la route. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que ce n'est pas uniquement la problématique de l'assurance automobile, ce n'est pas la déclaration à l'assurance, la problématique, c'est la déclaration du diabète. Donc, la visite médicale, que ce soit la visite médicale avec le médecin traitant ou avec le médecin agréé. Qui détermine la nécessité justement de déclarer le diabète au médecin traitant? Le médecin traitant, il est censé ne pas ignorer la personne diabétique. Oui. Ah bah oui, non, mais après le médecin traitant, bah parce que vous avez mais les médecins ne sont pas toujours au courant non plus de la réglementation. Hein. C'est le problème. La plupart des gens, c'est les patients. La plupart du temps, c'est les patients qui vont voir leur médecin et qui disent au médecin bah écoutez, j'ai entendu parler de ça. Est-ce que vous êtes au courant? Les diabétologues sont un peu plus au fait, forcément, parce que voilà, ça les concerne plus directement. Mais le médecin traitant, je suis pas sûre qu'ils soient au courant. Bah pour moi, il n'y est pas. Ou quelques-uns peut-être. Dans le cas, bon, moi j'ai le permis, j'ai jamais fait d'hypoglycémie, choses comme ça. Est-ce que je fais quoi vis-à-vis de mon médecin? Donc je lui donne l'information qu'il devrait avoir, et puis il en fait quoi? Eh bien le médecin, ce que je vous disais juste avant, c'est qu'il va vérifier que vous ne présentez pas de contre-indication. C'est-à-dire que vous ne faites pas d'hypoglycémie sévère, vous maîtrisez bien votre maladie, bah, il va vous dire ok, très bien, bah, il va continuer comme ça, et puis c'est tout. Il n'y a pas de formulaire. Après, il y a certains médecins aujourd'hui qui le font. Ils font des documents, mais en fait, le document, si vous vous faites contrôler par les forces de l'ordre, vous n'allez pas, tenez, je suis diabétique, alors j'ai ce formulaire. Non, vous présentez votre permis de conduire comme n'importe qui, en fait. Oui. Bah, dans ces cas-là, si vous avez bien effectivement vu avec le médecin, vous pouvez dire au médecin, voilà, j'ai eu un accident, que ce soit lié au diabète ou non. Est-ce que vous pouvez me faire un papier comme quoi vous avez bien évalué que pour vous, à la connaissance du médecin, à la connaissance du médecin, mais si vous avez évalué avec lui, si le médecin a évalué avec vous s'il y avait des contre-indications ou non, il doit être en mesure de vous le faire, le document. Qu'il le fasse de manière anticipée, ça serait bien. Mais vous pouvez lui demander, il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui le font, oui. Mais c'est pas obligatoire. Mais oui, il y en a plein qui le font. Oui. Je peux juste finir sur alors les décisions en fait sont contestables auprès d'une commission médicale et que la consultation médicale avec le médecin agréé de 36 €, elle n'est pas remboursée. Voilà. Non, c'est pas normal. On pris en charge si on est invalide à partir de 50% d'incapacité. Voilà. C'est tout. Vous pouvez y aller. Oui. Oui, je voudrais intervenir parce qu'effectivement, le permis de conduire, je suis la présidente de l'AFD de la Sarthe. Le permis de conduire, c'est un sujet qui fait beaucoup de polémiques et dont tout le monde parle, tous les diabétiques, surtout beaucoup de médecins. Moi, j'ai vu mon diabétologue et il attend un document officiel. Voilà. Alors, je pense effectivement qu'il faudrait que la fédération édite quelque chose vraiment à destination des médecins, quelque chose d'expliqué, peut-être de valider avec le ministère et la sécurité routière, mais sincèrement, tous les diabétiques qui nous en parlent, ils veulent quand même. Alors moi j'ai édité les deux petits papiers là, de chez moi, je les ai envoyés à tous les adhérents de mon département, et ça ne leur suffit pas. Parce que par rapport aux médecins, je confirme ce que monsieur dit, les médecins ils vont nous demander vous voulez quoi, et chaque médecin va faire un document à sa sauce. Donc, je pense sincèrement, et je le demanderai à la fédération de façon officielle, il faut que la fédération fasse quelque chose d'officiel. Formel. Alors, informer les médecins, c'est pas notre rôle. C'est le rôle de la sécurité routière, en fait. Et il y a des documents qui ont été faits.
il y a un document à destination des médecins et apparemment qui aurait été envoyé à tous les médecins, de ce qu'ils nous ont dit et nous l'ont présenté. Est-ce qu'on peut au moins avoir l'origine de ce texte pour qu'on dise à notre médecin, allez voir tel truc, hein. Oui, et donc... C'est quel document, c'est quel décret, c'est quel ceci, c'est quel ça. Oui. C'est ce que mon diabétologue Oui. m'a demandé. Et donc la deuxième chose, c'est que de toute façon, on est tous confrontés à ça, je pense, dans les associations, c'est que, et c'est légitime, les personnes, ils ont plus tendance à croire leur médecin qu'une association. Mais ça, c'est moi, je l'entends tous les jours. Je t'ai donné l'article Donc, du journal qui est paru. Voilà, après, ce qui est compliqué, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. On a quand même rédigé un livret qui est avec le soutien, enfin en partenariat avec la sécurité routière et le ministère de l'Intérieur. Ils ne mettent pas leur logo n'importe où. C'est-à-dire que le document, je pense qu'il y a eu 20 ou 30 allers-retours avant qu'il soit validé, ce document. Donc, si ce qui était dedans était erroné... C'est celui de février ? Oui, si ce qui était dedans était erroné, il ne serait pas présent et puis on aurait des problèmes. Très franchement, on aurait des problèmes. Maintenant, il n'y a pas de nouveau texte puisqu'il faut se référer au dernier texte de 2017 où il est indiqué qu'il n'est pas indiqué qu'on doit voir un médecin agréé, il est indiqué qu'on doit voir un médecin spécialiste. Et un médecin spécialiste, ça peut être un médecin agréé, comme ça peut être un médecin généraliste, comme ça peut être un diabétologue. Donc le texte, il existe. C'est juste qu'il n'y a pas eu de nouveau texte et que l'interprétation qu'on a négociée avec eux, elle est celle-là, alors qu'à l'origine, on nous a dit non, c'est le médecin agréé. Parce que tout texte peut être soumis à interprétation. Et si eux, au ministère de l'Intérieur, à la sécurité routière, décident de dire, eh ben nous, on considère que le médecin spécialiste, c'est le médecin agréé, nous, on va pas aller, on n'est pas d'accord, mais quand c'est entériné de cette façon-là, et qu'on a aujourd'hui tout ce qui circule sur le permis de conduire, l'origine, ça vient de chez nous. Hein. Les seuls qui sont conviés aux réunions on va dire de concertation, c'est la fédération. Hein. Il n'y a que nous. Donc quand il y a des documents qui sortent et qu'il y a des choses qui paraissent dans les médias, dans les journaux, la source, elle vient de chez nous. Et donc après, chacun a son interprétation, mais nous, on se base sur ce que l'autorité nous a transmis et ce qu'on a négocié avec eux. Donc cette histoire de médecin traitant, c'est une négociation qu'on a eue avec eux, puisqu'au départ, ils n'étaient pas d'accord. Ils nous ont dit non, ce sera médecin agréé. Et on leur a dit, mais attendez, spécialiste, non, aujourd'hui on dit qu'un médecin généraliste est spécialiste. Donc pourquoi pas? Et donc ils nous ont dit ok, mais voilà, après, quand on leur a demandé les détails que vous nous demandez aujourd'hui sur est-ce qu'il faut un document, il faut un formulaire, ils nous ont dit non, il n'y a pas de document, il n'y a pas de formulaire, le médecin n'est pas obligé de le faire. Maintenant, il y a beaucoup de médecins qui acceptent de le faire, mais pour ceux qui n'accepteraient pas de le faire, ce que je pourrais comprendre, je peux rien vous dire d'autre. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas, heureusement, de cas qui nous ferait dire que il y a eu une mauvaise coordination des choses et qu'il y ait quelqu'un qui a eu un accident et qui n'a pas été indemnisé parce qu'il est passé par son médecin traitant et qu'il n'est pas passé par le médecin agréé. On n'a pas ça aujourd'hui, heureusement. Mais en tout cas, ça ne devrait pas avoir le cas. Et si jamais ça devait se produire, bien évidemment, c'est quelqu'un qu'on défendrait parce que c'est... Ça pose une question, c'est un peu la traçabilité. C'est que si par exemple, au moment c'est tous les 5 ans, par le médecin, par exemple, c'est tous les 5 ans, on est pas obligé de faire un certificat, on est censé être dans le dossier, ce qui est une fois fait. Mais s'il n'y a aucune trace dans le dossier et que finalement on ne sait pas si cette certification a été faite ou jamais, ou elle a été faite il y a 6 ans ou 7 ans, en cas de problème, est-ce que le médecin peut être embêté parce qu'il n'y a pas de trace d'évaluation dans son dossier? Est-ce que le patient peut être embêté parce qu'il n'est pas capable de lire ce qui a été fait à un moment donné? C'est embêtant puisque ce manque de traçabilité. Alors le médecin pourrait être embêté dans le sens où avant qu'on lui donne cette possibilité
voilà, de donner son avis sur le permis. Il a toujours, enfin moi je sais que j'ai toujours conseillé, quand j'ai rencontré des médecins, j'ai toujours conseillé de bien l'indiquer dans le dossier, parce qu'effectivement c'est de leur responsabilité, puisque il y a une prescription de traitement qui peut engendrer des hypoglycémies, comme quand on prescrit des médicaments, des anxiolytiques, où c'est le rôle du pharmacien aussi de prévenir. Alors dans le cadre du diabète, c'est il y va tous les mois, donc le pharmacien tous les mois va pas lui dire vous savez, il faut faire attention, mais pour le médecin, c'est vraiment conseillé de l'indiquer. Oui. Après, pour le patient, voilà, ça doit être indiqué dans le dossier. Donc après, je vous dis, techniquement, on ne sait pas ce qui se produirait. On imagine que le patient, il va voir son médecin, lui dit j'ai eu un accident, on s'est vu il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans. Est-ce que vous pouvez me faire un papier? Pas pour dire que je suis apte à la conduite, mais pour dire que à la connaissance du médecin et selon les éléments qu'il a, parce on peut cacher une hypoglycémie sévère, hein, voilà. À sa connaissance, il n'y avait pas de contre-indication à la conduite. Oui. Voilà, je vous pose une question concernant le permis de conduire, car actuellement j'ai conduit des bus, transport en commun, et donc j'ai été suivie régulièrement. Déjà en temps diabétique, je suis suivie tous les 3 mois chez mon médecin traitant. Et puis après, pour mon permis de transport en commun, chaque fois, tous les 5 ans, j'étais obligée de passer la visite médicale par un médecin agréé, en sachant que j'étais diabétique. Donc, il n'y avait pas de problème, j'ai toujours eu mon permis et pas de souci. Par contre, là, je suis à la retraite, donc je ne conduis plus, je laisse ça aux jeunes. Je dois refaire mon permis avant août 2019. Moi, ça m'embête parce que déjà, on fait le dossier par Internet. Alors, est-ce que je vais encore avoir des problèmes parce que je suis diabétique? Est-ce qu'il faut que je réponde si on me pose la question si j'ai des problèmes de santé? Est-ce que je vais de nouveau avoir un permis de conduire provisoire de 5 ans? Ou est-ce qu'on va me laisser tranquille jusqu'à la fin de ma vie et que j'ai plus besoin de renouveler mon permis? Parce que quand on voit maintenant les jeunes qui passent leur permis, ils ont 18 ans et puis enfin je parle plutôt des anciens, ils ont le papier rose et à 90 ans ils roulent encore et on leur pose pas de problème et ils sont pourtant diabétiques. Il y en a certains qui sont diabétiques et qui ne le savent pas et on leur fait pas de problème. Alors pourquoi nous qui avons été diabétiques, on nous casse les pieds à faire des visites tous les 5 ans? En fait, c'est la démarche administrative. Quand vous dites ça me casse les pieds, en fait, oui, ça me casse les pieds. Non, mais je comprends. Mais en fait, c'est encore une contrainte. Si vous voulez, le suivi, il est valable pour tous. La personne qui a 90 ans et qui a jamais fait la déclaration en préfecture, elle doit quand même aller voir son médecin. Donc il y a quand même un suivi, il y a quand même une démarche sur. Oui. Après, même si le médecin il lui dit vous n'êtes pas apte à conduire, il peut continuer à le faire parce que le médecin n'a pas le droit de dénoncer auprès de la préfecture. Il n'a pas le droit de le faire. Mais il aura prévenu son patient. Mais dans votre cas à vous, comme vous aviez un permis poids lourd, transport en commun poids lourd, vous avez eu votre permis qui a été provisoire, que ce soit le groupe léger, que le permis voiture ou le permis poids lourd. Et du coup, vous devez continuer à passer les visites. Mais est-ce que le médecin agréé peut répondre à l'expérience? Non. Quand il va le voir, il peut dire à partir de maintenant, vous reverrez votre médecin généraliste dans 5 ans, vous n'êtes pas obligé de le revoir moi. Non. Il est obligé de continuer. Mais oui, parce qu'il y a un dossier en préfecture, donc on est obligé. Oui, mais le dossier en préfecture, c'est seulement pour le transport en commun. Mais maintenant, je conduis plus de bus. Oui, mais c'est valable pour le permis léger aussi. Hein. C'est valable pour votre permis voiture, hein, la durée de validité. Normalement, le médecin, il a dû mettre sur votre permis, vous devez avoir 2 durées de validité. Oui. Et pour le voiture et pour le transport en commun. Non, que pour le transport en commun, pas pour la voiture. Normalement, il aurait dû le faire. Donc s'il ne l'a pas fait, oui, on peut considérer que si vous ne faites pas renouveler le permis transport en commun, vous allez voir votre médecin traitant. S'il ne l'a pas fait jusqu'ici. Mais si on pose par Internet, si on pose la question, vous avez une maladie ou quoi que ce soit, je ne suis pas obligée de répondre.
Ah bah si. Mais pourquoi pour Internet? Pour le renouvellement? Mais maintenant, on est obligé de faire le renouvellement par Internet. Oui, ça je se fait plus à sais, la mais préfecture. parce que vous avez un renouvellement à effectuer, mais vous Oui, renouvelez parce pas que le poids lourd. Non, mais je suis quand même obligée parce que mon permis il est valable que jusqu'en 2019. Il y a si j'ai un contrôle, ils peuvent très bien ne rien me dire, comme ils peuvent me mettre des. C'est ce que je vous dis. Comme vous avez un permis de validité limité, vous êtes obligé de repasser la visite parce que sur le dossier médical sur Internet, vous allez être obligé de le déclarer. Mais s'il était limité que pour le bus, vous n'êtes pas. S'il est limité que pour le bus, ça veut dire que sur la ligne du groupe lourd, il y a une date de validité limitée et que vous n'utilisez plus jamais de poids lourd, vous n'êtes pas obligé de le renouveler. Votre permis, aujourd'hui, vous le gardez. Si le permis B est permanent. Ben non, si c'est que sur... Mais non, en fait, ça dépend ce que vous avez sur votre permis. Si sur votre permis, sur la ligne voiture, il n'y a pas de date, vous n'êtes pas obligé de le renouveler. C'est sur le permis qu'il faut regarder. Merci. Et depuis 2012, il y a quand même un certain nombre de personnes à qui nous avons conseillé de déclarer le permis en préfecture. Ces gens-là, ils sont allés voir le médecin agréé très sérieusement. Et à côté de ça, il y en a qui ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, ceux qui ont déclaré, ils sont obligés de le faire tous les 5 ans, 36 € pour avoir un permis prolongé. Celui qui n'a rien fait, il voit juste son médecin traitant. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de faire évoluer ça? Bien sûr. De sorte à ce qu'on évite à ces gens qui ont payé une fois 36 € d'y aller tous les 5 ans, parce que finalement ils sont comme les autres, ils ne sont pas différents. Mais oui, bien sûr. Non, mais ce que je vous disais. On fera tout. En fait, c'est exactement ça. C'est que les gens, ils ont l'impression, ils se sont mis en conformité avec la loi et ils sont punis en fait d'avoir été honnêtes. Contrairement à ceux qui l'ont jamais fait. Après, oui, là-dessus, je suis entièrement d'accord. En fait, c'est complètement injuste. Mais oui, on va faire en sorte que ce soit pour tout le monde pareil. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais oui, je suis d'accord avec vous complètement. C'est pas juste. Oui. Oui. Bonsoir. Après, oui, bonsoir. Moi, je vais vous parler plus de mon expérience auprès du permis de conduire. Ça va éviter à certains de se poser peut-être quelques questions. La première fois que je me suis inscrit, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai eu mon permis pour 2 ans. Donc il y a 2 ans, j'avais 69 ans. D'accord. Au mois de janvier, j'ai repassé mon renouvellement. Alors dans l'inscription Internet, je tiens à dire qu'il n'y a aucune question concernant notre maladie, notre pathologie. On nous demande pour le motif de notre demande de permis de conduire. Et dessus, c'est effectivement renouvellement dû à... C'est renouvellement, oui. Et après, vous avez la périodicité qui est tombée. Bon, donc, j'ai dépassé les 71 ans. J'ai passé ma visite médicale début janvier. Et on m'a donné mon permis pour 4 ans. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, est-ce que les 1 an, ils sortent d'où? Est-ce que c'est dû au médecin agréé? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai mon permis aujourd'hui pour 4 ans. Ça, c'était... Mais je pense que c'est le problème, c'est que le médecin, il a pas tenu compte de l'âge, de votre âge. Oui, mais bon, c'est plus du générique que je fais. Moi, je ne tiens pas à avoir une réponse à chaque fois à mes questions, parce que ce ne sont pas des questions. Moi, c'est du factuel, je viens de le faire, je donne ce que j'ai vécu. Deuxième chose que j'ai vécu auprès de cette personne-là, je fais partie de l'arrondissement de La Roche-sur-Yon. C'était une dame. Il y a très peu de médecins agréés déjà, pour commencer, il n'y en a que 2. Elle a lu, on fait un dossier assez complet. Et je pense qu'il ne faut pas trop s'amuser à ça, parce que j'ai eu des courriers de diabétologues qui disaient que je faisais de nombreuses hypoglycémies. Ces nombreuses hypoglycémies ne sont pas classées. Ça veut dire que ça peut être... bon, moi, je me règle à 70. Bon, les unités, vous les comprendrez. Je fais des hypoglycémies à 67. J'en fais des nombreuses.
c'est de très courte durée. Toujours est-il que cette dame-là, quand elle a lu ça, oh mon pauvre monsieur, votre permis n'y comptez pas. Donc, bon, c'est factuel. Hein. Après, je conseille aux gens qui vont, c'est d'avoir du sucre dans leur poche. Moi, j'en avais pas, enfin, je pensais que j'en avais pas. J'ai eu de la chance d'en avoir quand même. Je ne savais pas d'ailleurs. Et donc, cette question, elle est un peu rédhibitoire également. Ah. Donc, voilà un peu mon expérience. Moi, dossier Internet, ça s'est très bien passé. Première fois, 2 ans de permis. Deuxième fois, 4 ans. Alors, j'ai une dame qui a un peu plus de 60 ans. On lui avait donné pour 5 ans et la préfecture lui a envoyé un permis pour 2 ans. Alors, on ne fait pas une visite tous les 5 ans, comme c'était un peu marqué dans votre visuel, là. C'est maximum 5 ans et c'est au gré de notre fin de validité de permis. Tout à fait. Rappelons également que les permis, aujourd'hui, sont valables que 15 ans, même si ce n'est pas marqué dessus, pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Il y avait le monsieur avant qui avait une question juste devant, pardon. Je suis désolée. Parce qu'il... Bon, il semble que les titulaires d'un permis avec une durée limitée, pour le moment, il n'y a rien de changé. D'accord ? Donc, il faut toujours passer par un médecin agréé. Oui. Parce que dans un rapport qui est récent, hein, de novembre 18, qui vient de l'association d'ailleurs, il précise que les négociations continuent afin que les personnes ayant déjà passé une visite médicale auprès de la préfecture, donc c'est le médecin agréé, c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est ça. D'accord ? Oui. N'aient pas besoin de repasser cette visite après avis de leur médecin traitant ou spécialiste. Oui. Donc, est-ce que c'est toujours en cours ou pas? Oui. Ah bon? Mais c'est long, c'est compliqué et c'est long. Pour obtenir des choses, c'est très long. Il faut... Enfin, mais voudrais... on le laisse pas de côté, bien sûr. D'accord. En ce qui concerne l'assurance, parce que bon... j'ai malheureusement écouté les conseils et je suis passé par un médecin agréé. Je dis bien malheureusement. Parce que le texte initial de 2012, ils mettent usager, déclaration faite par l'usager lui-même tenant à son état de santé, point barre. Donc c'est très subjectif. Oui. Mais je pense que ceci a été pris pour argent comptant par beaucoup de gens, y compris la sécurité sociale, dont j'ai un texte sur lequel ils insistaient un peu trop sur les amendes et les peines si on déclarait rien. Bon, je me suis déclaré. J'ai 5 ans, donc j'avais 75 ans quand j'ai déclaré à la préfecture, malheureusement. Bon, parce que je me suis renseigné auprès de l'assurance. Enfin, j'ai pas mal de relations du fait de mes anciennes activités. Il m'a été répondu textuellement qu'on ne risquait rien dès lors que l'assurance ne nous avait jamais demandé un questionnaire de santé. C'est très clair. Enfin, pour moi, pour eux. C'est pas tout à fait juste. Je vous dis ce qu'on m'a dit. Hein. Moi, alors, parce que d'un texte ambigu, on est arrivé à des obligations très contraignantes pour les diabétiques. D'ailleurs, le mot diabète est bien marqué dans le code de la route. Vous vous rendez compte? Dans le texte de 2012, vous l'avez, c'est mentionné. Hein. Oui, non, mais c'est marqué dans le code de la route. Les épileptiques, c'est pas marqué. Ah bah si. Mais non, mais... Il y a encore 10 ans, les personnes qui étaient épileptiques, elles ne pouvaient même pas conduire du tout. Les cardiaques, c'est pas marqué, mais... Si. Non, mais... non, parce que j'ai eu l'impression qu'il y a une certaine si, les cardiaques sont dedans. Du diabète. Non, pas du tout. En fait, il y a vraiment toute une liste de pathologies. Hein. Non, non, l'épilepsie, je vous dis, l'épilepsie, il y a 10 ans, l'épilepsie, les épileptiques ne pouvaient pas conduire du tout. Il y a l'apnée du sommeil qui a été intégrée, il y a les maladies cardiovasculaires, il y a la vision. Non, il n'y a pas que le diabète, mais heureusement. Heureusement. Enfin, des négociations sont bien en cours. On n'a pas abandonné le projet de nous renvoyer auprès de notre médecin traitant, car il semble que c'est un peu inconstitutionnel que le permis de conduire, il y ait une date limite sur le permis, alors que
constitutionnellement, il est valable 15 ans désormais, un permis. On peut faire des restrictions, mais pas de l'imprimer. Que j'ai reçu un document de la préfecture, quand il m'a délivré mon petit permis avec une date limitée, en me précisant que je devais détruire mon ancien permis. C'est tout. Voilà. Donc si les négociations sont en cours, j'espère qu'elles arriveront à terme. Mais je l'espère aussi. C'est ça que je voulais dire. Alors oui, il y avait le monsieur là, oui. Oui, merci. Bon, si on veut aller chercher, c'est ce que vous disiez, sur Légifrance, pas ailleurs, hein, sur Internet, vous pouvez voir n'importe où, et vous aurez toutes les pathologies qui font une restriction au permis de conduire. Et puis, c'est ce que je voulais dire, ça a déjà été dit, le permis, nous tous, qu'on soit jeune permis aujourd'hui ou nous tous, notre permis est valable 15 ans. Après, il n'est pas annulé, il est invalide. Et on fera une déclaration pour avoir une nouvelle validation du permis de conduire. Voilà la réalité. Alors en plus, mais enfin ça a été dit un petit peu là. En plus, je voulais une précision. Le médecin agréé, est-ce que ça existe toujours d'aller voir alors son médecin traitant, sinon aller vers un médecin agréé, mais hors commission permis de conduire, on est d'accord ? Oui, oui, tout à fait. Ce ne sont pas les médecins en commission médicale. Vous ne l'avez pas cité comme ça, c'est pourquoi je voulais la précision. Tout à fait. Les médecins agréés, c'est des médecins qui donc il y en a plus que deux quand même en Vendée. Hein. Il y a une liste établie. Oui, vous ayez en général, oui, il y en a plus que deux par département. Oui. Je voulais rétablir cela. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé non, mais tout à fait. C'est pas grave, bien sûr. On est là pour en parler, alors il faut le faire. Et puis ensuite, vous avez tout dit, quoi. C'est-à-dire qu'éventuellement, ce médecin agréé, s'il refuse lui aussi, on va en commission et puis éventuellement, on fait appel. Tout à fait. Donc, grosso modo, voilà, hein, c'est très important. Légifrance, hein, allez pas voir ailleurs, on raconte des bêtises des fois. Et ça, c'est d'État. Voilà. Tout à fait. Et depuis 2012, hein, j'avais été un petit peu convaincu par mon président pour faire une conférence là-dessus, puisque je suis délégué bénévole en prévention routière. Voilà. D'accord. Juste une petite précision par rapport à ce que vous disiez sur l'assurance, en fait. Effectivement, il y a l'histoire de... à partir du moment où il n'y a pas de questionnaire de santé, on ne le déclare pas, parce qu'on ne va pas dire quelque chose qu'on ne nous demande pas. C'est vrai. La petite subtilité dans l'assurance automobile, c'est que vous avez toujours des petits paragraphes qui sont écrits en tout petit. Et parfois, pour certaines assurances, c'est pour ça qu'il faut vérifier, certains assureurs demandent de le déclarer. S'il y a l'apparition d'une maladie, alors c'est exactement le même thème que dans l'arrêté, c'est une maladie qui pourrait être incompatible avec la délivrance ou le renouvellement du permis de conduire. Et dans cette liste, il y a le diabète. Donc voilà. C'est pas qu'une question de questionnaire de santé, c'est un peu plus, on va un peu plus loin que ça. Mais c'est pas systématique, ça dépend vraiment de l'assureur. Mais l'assureur, ce qu'il va regarder en premier, c'est la validité du permis, bien évidemment. Donc effectivement, les médecins agréés, il y a quelques années, alors je crois que c'est 2015. Non, 2012, je ne sais plus, où effectivement, avant, les personnes diabétiques devaient passer en commission médicale. Et donc là, c'était encore plus difficile à accepter, puisque les gens nous disaient, moi, je me retrouve avec le type à qui on a sucré son permis parce qu'il il a été pris pour l'alcool. Bon, alors ça, c'est une chose. De se retrouver dans une salle d'attente avec des personnes qui n'ont rien à voir avec... mais ce qui était encore plus difficile, c'est qu'il y en a certains qui nous disaient, c'est de l'anecdote ce que je vous raconte, mais ils rentraient dans le cabinet, enfin pas dans le cabinet, dans la salle, et puis le médecin disait bon alors, on vous a pris à combien vous? Donc ça, c'était un peu dur, c'était même très très difficile. Parce qu'ils avaient tellement l'habitude de voir des gens qui venaient pour ça, parce que généralement c'est à cause de l'alcool. Maintenant, il y a les stupéfiants, etc. Voilà, et du coup, les gens avaient beaucoup de mal à accepter ça, ce qui est normal. Et puis, les délais pour obtenir un rendez-vous étaient très, très longs. Alors que là, aujourd'hui, comme ce sont des médecins de ville, qu'ils n'ont pas que cette unique activité d'être médecin agréé, c'est quelque chose qu'ils font en plus, le rendez-vous s'obtient quand même plus facilement. Voilà.
Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Mon médecin fait partie du généraliste, fait partie du réseau diabète. Est-ce que le réseau l'informe de la législation en vigueur? Monsieur Fradet. Oui, je pense que c'est plus pour vous. Mais... Pour répondre de façon claire à votre question, non, on ne les informe pas. On ne les informe pas. En revanche, quand la question m'est posée, le conseil que je donne, c'est d'aller sur le site de la Fédération française, puisque effectivement, Légifrance, Jean-Pierre a raison, c'est une source officielle, mais je trouve que l'information est très bien expliquée sur le site de la Fédération française des diabétiques. C'est concret, c'est simple. Je ne connaissais pas ces deux schémas, mais je pense que je vais les utiliser. Donc pour répondre à la question, non, je ne les informe pas en direct, parce que l'information, je ne l'ai pas toujours de façon claire non plus pour moi-même. Je ne suis pas si au point que ça sur la législation de permis de conduire. Maintenant, beaucoup plus. Non, puis c'est vrai qu'il y a un vrai décalage entre aujourd'hui, alors ça a changé il y a quelques mois, novembre 2018, c'était il y a 3 mois, et puis il y a des gens qui m'appellent encore et qui me disent oui, alors j'ai vu avec mon médecin, il m'a dit que j'étais obligée de déclarer auprès du médecin agréé, il paraît que ça date de 2012. Je leur dis bah oui, mais sauf que ça a encore changé depuis. Donc c'est compliqué parce que les médecins, ils sont là pour la pathologie, le côté médical, et puis il y a aussi beaucoup d'innovation dans ce domaine. Et si en plus il faut qu'ils se mettent à jour de la réglementation, c'est compliqué, c'est très compliqué. Après, voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait des réunions comme ça. Oui. Bonjour, je suis le docteur Ducet, je suis diabétologue. Je voulais savoir s'il y avait des recours sur certaines décisions prises par des médecins agréés qui n'étaient pas du tout conformes. Parce que j'ai beaucoup de diabétiques de type 1 dans ma consultation qui sont allés en masse consulter des médecins agréés qui se sont fait opposer des permis renouvelés pour 6 mois, 1 an, sur des prétextes complètement aberrants. J'ai tout eu, un lipo à 0,68 la semaine dernière, l'hémoglobine glyquée à 7,5 qui n'était pas suffisamment bonne. Et même une petite jeune fille qui est arrivée un peu en retard à sa consultation et du coup elle est revenue 6 mois après payer ses 36 €. Ouais. Donc il n'y a pas de recours. Oui, il y a des recours, contester. bien sûr. Si, il y a le recours, c'est la commission. Alors là, il faut passer en commission médicale. C'est les commissions d'appel qui se passent au sein des préfectures. Donc c'est un courrier en disant que je conteste la décision au regard de mon dossier médical. Pas très compliqué, hein, c'est un courrier très simple. Et ensuite, on passe devant. Normalement, ils sont au moins 2. Et il doit y avoir un spécialiste de la pathologie présent. Effectivement, ça, c'est un vrai problème. En plus, le critère de l'hémoglobine glyquée, il n'a pas vraiment d'intérêt dans ce cadre-là. Donc voilà. Après, c'est vrai que tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, je crois que c'est le monsieur là-haut, il ne faut pas amener trop d'éléments médicaux. Très clairement, nous, on a toujours dit qu'il faut y aller parce que le médecin agréé ne peut pas, là ce qui peut être contradictoire, ne peut pas être son médecin traitant si le médecin traitant est aussi médecin agréé. Et donc, le médecin agréé ne vous connaît pas. Donc, quand on se présente à une consultation comme celle-là, il faut absolument avoir un certificat médical du diabétologue. Je pense que voilà, il n'y a pas de. Et là, et normalement, le médecin agréé, il va se référer à ça. Il est censé se référer à ça et dire ok, d'accord, donc j'ai ça. Je peux prendre ma décision en conséquence. Après, inversement, il y a des médecins agréés qui disent si votre médecin, votre diabéto, il n'écrit pas noir sur blanc que vous êtes apte à la conduite, moi je ne vous le donne pas. Le problème, c'est que le médecin diabétologue, il n'est pas là pour ça. Ce n'est pas son rôle. C'est bien pour ça que la personne, elle est dans le cabinet du médecin agréé. Et donc, on se retrouve dans des situations un peu inextricables où il n'y a pas de solution, quoi. Donc, et il refuse de donner une décision. Donc, en plus, tant qu'il n'y a pas de décision, on ne peut pas contester une inexistence de décision. Donc, on a eu des cas où on a été obligé carrément complètement d'en référer au préfet. Parce qu'une fois qu'on a vu un médecin agréé qui ne veut pas prendre une décision, nous n'avons pas le droit, vous n'avez pas le droit de consulter un autre médecin agréé de la liste. C'est interdit. Donc voilà, c'est... oui, non mais... Après, je pense qu'il y a une méconnaissance. Pour moi, il y a un manque de formation
très clairement des médecins agréés. Il ne faut pas se le cacher. Il y en a qu'il ne faut pas aller voir, oui, mais on ne sait pas lesquels. Les personnes diabétiques, type 1 sous schéma insulinique, sous pompe, etc., régulièrement nous demandent des attestations avant d'aller voir le médecin agréé. Et là, outre une description assez quand même succincte de la maladie, il y a une phrase qu'on met à la fin, c'est « Je considère que l'état, etc., est compatible avec la conduite automobile ». Oui. Et ça peut permettre d'emporter la décision, puisque déjà si le diabétologue dans son courrier dit c'est compatible, le médecin agréé n'aura pas de mal à donner le permis de conduire. Oui, je pense que c'est la meilleure solution. Comme les médecins traitants, parce qu'il ne faut pas envoyer les patients systématiquement chez l'agréé, il faut bien respecter cette histoire d'hypoglycémie sévère et récurrente. Oui. Oui. C'est ça qu'il faut bien. Oui, il y avait une question. Oui. Moi, je voulais vous dire, j'entends parler de diabétologue, j'entends parler de tout ce que vous... Oui, on vous entend pas très bien, pardon. Oui, j'entends parler de diabétologue, tout ça c'est très bien, mais n'est-ce pas le médecin référent qui vous connaît le plus? Parce que dans votre pathologie, il y a le diabète, il y a le cœur, il y a les poumons, il y a des tas de choses. Or, en fin de compte, à mon avis, le médecin référent peut donner un avis sur l'ensemble de la santé du patient. Oui, on parle du diabétologue parce que c'est quand même le spécialiste de la pathologie. Après, évidemment, ça peut tout à fait être le médecin référent, bien sûr. Bien sûr. Voilà, après, le diabétologue, il est quand même au courant, il a les comptes rendus. De toute la sphère cardiovasculaire, ophtalmologique, le diabétologue, il a connaissance de tout ça. Donc, il y a quand même des échanges, des correspondances entre les médecins, heureusement. Enfin, je pense. C'est bien lui qui est le plus proche de l'état de santé de son patient. Le médecin référent? Oui. Vous voulez dire le médecin traitant? Pardon? Vous parlez du médecin traitant? Quand vous avez un médecin référent qui reçoit tous vos analyses, tous vos comptes rendus et toutes les pathologies que vous pouvez avoir, je pense que s'il y a quelqu'un qui peut certifier que vous êtes apte ou pas apte, c'est bien lui. Nous, quand même, quand on a parlé de cette histoire de médecin généraliste ou spécialiste ou diabétologue, on nous a quand même dit si c'est une personne qui est sous insuline, en toute logique, quand même, le diabétologue est le mieux placé. Hein. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Pour quelqu'un qui est sous ADO, on peut entendre effectivement qu'il y ait un suivi uniquement qui est fait par le généraliste. Il y a beaucoup de personnes diabétiques qui ne sont pas suivies par un diabétologue. Et donc, dans ces cas-là, oui, ça peut être lui. Mais si il y a un diabétologue qui est dans le suivi médical du patient, c'est le diabétologue qui doit faire le certificat. Hein. Pour le médecin agréé et pour la non-contre-indication. Le médecin référent, il reçoit tous les comptes rendus, y compris du diabétologue. Donc c'est bien lui qui a la vue la plus générale. Il a peut-être la vue la plus générale, mais il n'a pas forcément la connaissance. Tout dépend des comptes rendus, du sérieux des comptes rendus. Oui, après, si ça passe de cette façon-là, il n'y a pas de problème. Non, mais bien sûr, après, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si vous allez voir un médecin agréé, que le médecin agréé, il vous dit, OK, très bien, mais il pourrait vous dire, mais écoutez, non, moi, je veux un certificat médical du diabétologue. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Après, oui, chaque médecin a son rôle et chaque rôle est important. Voilà, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Après, je pense qu'il faut voir... l'intérêt, c'est de récupérer son permis le plus vite possible et le plus longtemps possible. Donc, autant mettre toutes les chances de son côté. Voilà. Après, c'est sûr, il ne faut pas venir avec 50 000 documents, compte rendu d'hospitalisation, je ne sais quoi, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui ?
Une question en aparté qui fait une sorte de conclusion. Dans la mesure où on ne renouvellerait pas le permis, bon, je ne sais pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs, les voitures sans permis sont très bien. Oui. Il n'y a aucune objection? Ben non, il n'y a pas de permis, donc vous faites ce que vous voulez. Non, mais oui. je ne sais jamais. Mais c'est une question qu'on m'a déjà posée. Oui. Bah, effectivement, demain... Mais en fait, c'est sur le même principe que ce que je disais à la dame, là-haut. C'est que si elle sait qu'elle ne conduira plus jamais de véhicules lourds, il n'y a aucune raison qu'elle renouvelle. Parce que même à la retraite, vous pourriez continuer à passer la visite pour, dans le cadre privé, conduire. Voilà. Si vous savez que vous n'allez jamais reconduire de véhicules lourds, il n'y a aucune raison de le renouveler. Bah, pour la voiture, c'est pareil. Si la date de validité, elle est périmée, enfin si c'est la fin de validité et que vous savez que vous avez pu reprendre le volant d'une voiture, bah, enfin vous savez ou pas, en tout cas vous prenez pas le risque de ne pas le faire sinon, mais bah, dans ces cas-là oui, vous conduisez plus votre voiture et vous prenez une voiture sans permis et vous n'avez pas besoin de permis, donc oui, ça peut paraître ridicule, mais c'est vrai. Dans la mesure où ça c'est la réglementation qui est faite comme ça. Dans la mesure où arrivé à un certain âge, on se contente de faire des courtes distances. Mais maintenant, si vous voulez mieux, mes enfants et petits-enfants viennent me voir. J'ai plus envie d'aller à Paris. Bon, je me suis dit, à la conclusion, si je dois faire face à une personne plus ou moins compréhensive, bon, je prendrai une voiture sans permis. Voilà. Oui. Après, il y a une limitation de vitesse, donc c'est aussi pour ça que mais ça, c'est pas un problème. Si c'est voilà. pour aller de Maché à Ejnay à 8 km, ça va. Mais c'est vrai que... Oui. Merci. Après, c'est vrai qu'il faut pouvoir garder son autonomie. Et en fait, le permis de conduire, ça touche beaucoup à ça, en fait. C'est l'autonomie, c'est pouvoir se déplacer quand on veut, où on veut. Et quand on touche au permis, c'est vrai qu'on voit bien profondément que la problématique est vraiment beaucoup plus large que ça, évidemment. C'est normal. Vous avez des questions par rapport au permis ou d'autres questions ou c'est assez clair pour vous? J'espère que c'est clair du coup, oui. Quand on va voir un médecin traitant ou un médecin référent, oui. Du coup, est-ce qu'il faut aussi lui fournir une attestation du diabétologue quand on veut déclarer si on l'a encore pas fait ou pas? Non. Mais normalement, c'est quand même, si vous avez un suivi avec un diabétologue, c'est lui qu'il faut aller voir. Pour le permis. Le médecin traitant? Oui. Non, le diabétologue. Oui, oui. Non, mais ça, donc vous ne demandez pas au diabétologue de faire un certificat puisque c'est le diabétologue qui va lui donner son avis directement. Est-ce qu'il faut du coup, c'est obligatoire d'aller voir le médecin Ah oui. C'est ça. Moi, là, il y a une en fait, voilà, c'est que il n'y a plus d'obligation d'aller voir un médecin agréé pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Oui. Mais pour tous les autres, il y a quand même cette obligation de voir son diabétologue ou le médecin traitant. Alors, si celui qui vous suit pour le diabète. C'est pour ça que s'il y a un suivi diabétologue, c'est le diabétologue. C'est le diabétologue. Mais si on n'a jamais fait du tout de déclaration, c'est le diabétologue. D'accord. Et après, on en fait quoi de cette... vous n'en faites rien. S'il vous dit que pour lui, il n'y a pas de contre-indication, vous continuez à conduire comme ça. Voilà, donc on ne va pas à la préfecture. Voilà, il n'y a pas de... il n'y a pas de démarche administrative. Docteur Fradé, moi, je n'aurais pas appris du tout... je suis pas du tout au courant de tout ça. Oui. Non, il n'y a pas de démarche administrative, en fait. Ok, donc c'est si c'est fait. D'accord, oui. Si quelqu'un a déjà déclaré. Merci. Peut-être... Rapidement, pour finir, parce que je vois que le temps passe et qu'il y en a qui veulent peut-être rentrer, mais je voulais juste faire un petit focus sur l'assurance. Donc ce que je vous ai dit pour l'assurance, voilà, il n'y a pas de questionnaire de santé, pas de déclaration a priori, sauf si c'est indiqué dans le document, et pas de surprime, donc il n'y a pas vraiment de problème. Comment? Donc il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. La problématique qui se pose souvent, c'est sur l'assurance du prêt. Que ce soit des prêts immobiliers ou des prêts professionnels, souvent, très très souvent, les gens nous contactent pour nous dire, voilà, je veux acheter ou faire construire et je ne peux pas parce que je suis bloqué avec l'assurance. C'est-à-dire que j'ai les fonds, je peux, la banque est OK, mais l'assurance de la banque ne veut pas me couvrir ou alors
elle me couvre, mais avec de fortes surprimes, et en plus, elle exclut le diabète. Ça, c'est très fréquent, puisque là, contrairement à l'assurance automobile, il y a toujours un questionnaire de santé. Alors, le questionnaire de santé, quand on n'a pas de problème de santé, c'est une formalité, hein. Il y a 4 ou 5 questions. À partir du moment où vous dites non, en plus, ça se passe avec le banquier, vous répondez non, il fait sur son ordinateur, vous répondez non, paf, vous l'assurance, vous avez une réponse par rapport à votre âge, au montant que vous souhaitez emprunter. On vous dit ça vous coûtera tant par mois. À partir du moment où vous êtes diabétique, forcément vous allez répondre oui à une des questions. C'est si vous avez un traitement médical ou si vous avez une hospitalisation dans les 6 derniers mois ou la dernière année. Et donc là, forcément, ça entraîne un questionnaire médical plus approfondi. Et dans ces cas-là, effectivement, il va falloir fournir plein de documents pour avoir un résultat final pas terrible, où il y aura des surprimes, des exclusions de garantie, parfois même un refus d'assurance si le dossier médical n'est pas bon. Donc, par rapport à cette problématique, depuis de nombreuses années à la Fédération, on a négocié un contrat spécifique pour les personnes diabétiques. C'est-à-dire que ce contrat-là, en échange d'avoir un suivi médical régulier, ce qui n'est pas vraiment un problème quand on est diabétique, parce que le suivi médical il est plutôt régulier, on peut être assuré, si le diabète est bien équilibré, à un tarif quasi normal, sans exclusion du diabète. Voilà. Donc effectivement, après, s'il y a d'autres pathologies ou des complications du diabète, il peut y avoir des surprimes. Mais pour une personne diabétique, pour qui tout se passe bien, il n'y a aucune raison qu'elle soit surprimée. Donc nous, c'est ce qu'on a négocié avec l'assureur Alliance. Voilà. Donc ça, c'est important de vous le dire parce que les gens qui nous appellent, en général, ont connaissance de ça par leur médecin ou par le banquier, mais souvent, ils nous appellent un peu en dernier recours. Et parfois, c'est trop tard parce que le temps de monter le dossier avec l'assurance, ça prend quand même du temps. Et parfois, ils n'ont pas l'assurance, donc ils n'ont pas le prêt et ils ne peuvent pas acheter. Donc le bien, il leur passe sous le nez. Ça, c'est... Voilà, la deuxième condition, c'est qu'il faut que la personne soit adhérente. Il faut être adhérent à la fédération pendant toute la durée du contrat d'assurance, puisque c'est un contrat de groupe. Donc comme pour une mutuelle d'entreprise où on fait partie d'un groupe de l'entreprise, et bien là, il faut faire partie du groupe de la fédération. Donc il faut être adhérent pendant toute la durée du contrat. Donc auprès d'une association locale. Alors ça dépasse jamais 30 € par an. Ce qui fait que le bénéfice est assez vite rentabilisé. C'est pas vraiment un souci à ce niveau-là. Excusez-moi, je voudrais vous poser encore une question. Oui. Voilà, je me suis rendue auprès de ma mutuelle pour demander, vous savez, vous avez les mutuelles pour les remboursements et puis à partir d'un certain âge, pour les accompagnements, quand vous êtes vieux, vous avez besoin de quelqu'un. C'est la dépendance. Voilà. Oui. Eh ben, ils m'ont refusé cette assurance parce que je suis diabétique. Bien sûr. Malgré avec l'accord et puis les dossiers de mon médecin traitant et tout, ils n'ont rien voulu savoir. C'est un contrat qui est impossible aujourd'hui à négocier c'est ridicule. Auprès des assureurs. Est-ce que je lui ai dit si j'avais été malhonnête, j'aurais dit non, je ne suis pas malade. Mais oui, alors ça, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'il aurait pu très bien se renseigner, puis alors j'aurais eu des problèmes. Alors c'est même pas ça, c'est qu'en fait vous allez souscrire à quelque chose qui vous servira pas. Puisque le jour où vous en aurez besoin, vous allez devoir fournir des éléments médicaux. Et donc dans ces éléments médicaux, le diabète apparaîtra à un moment donné. Elle a fait une fausse déclaration, voilà. Annulation du contrat, point. La dépendance, c'est inassurable. Et la dépendance, qu'on soit diabétique ou pas, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire que la dépendance, ça coûte très cher. Donc quand on prend un contrat de dépendance, même si on n'est pas diabétique, les primes augmentent selon l'âge. Donc plus vous vieillissez, plus ça vous coûte cher et au final ça coûte tellement cher que les gens l'arrêtent avant même d'être dépendants. Donc les contrats de dépendance, aujourd'hui c'est pas... Parce que il faut les souscrire jeunes, mais ça augmente quand même. Parce que le problème c'est qu'il y a tellement de diabétiques, il y a tant de personnes, et ils sont parfois diabétiques qui ne le savent même pas. Oui, dans ces cas-là, c'est différent. S'ils ne le savent pas, il faut quand même... oui, il y a plein de diabétiques aujourd'hui qui ne le savent pas. C'est une ségrégation. Moi, je trouve ça Oui, je suis d'accord avec vous. Ça reste on n'est pas égal à la maladie, elle est égale à... Sincèrement, nous, on cherche plus des contrats de prévoyance d'essai,
pour garantir sur le décès et les indemnités journalières, notamment dans les professions libérales. C'est une demande qu'on a aujourd'hui. Et on travaille vraiment plus sur ça que sur la dépendance. La dépendance, c'est une fin de non-recevoir auprès des assureurs. Voilà. On travaille vraiment plus sur ça et sur l'assurance voyage aussi, mais voilà, c'est pas... Alors, pour finir, ce qui est très... et je rebondis par rapport à ce que vous disiez, ce qui est très important, en fait, c'est que l'assurance de prêt, il faut vraiment, vraiment le déclarer. Parce qu'une fausse déclaration, ça entraîne la nullité du contrat. Et donc, si vous n'avez plus d'assurance pour le prêt, la banque, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Je ne peux pas continuer à vous prêter cet argent-là parce que aujourd'hui, demain, vous décédez, vous êtes en arrêt de travail depuis plus de 3 mois ou autre, ou vous êtes en incapacité totale, vous êtes dans l'incapacité de rembourser. Et donc, moi, je peux perdre de l'argent. Donc, la banque peut demander, elle ne le fait pas toujours, mais elle peut demander le remboursement anticipé du prêt. Si vous n'avez pas gagné au loto, a priori, si vous avez fait un prêt, c'est que vous n'aviez pas cet argent-là, vous êtes obligé de vendre votre bien. La banque demande le remboursement anticipé du prêt. Si. Oui, mais par exemple. Après, voilà, dans certains cas, ça s'est déjà produit. Il faut mieux anticiper parce que si on laisse la vente à l'oubli, la personne ne récupère rien. Oui, bien sûr. Oui, bah, c'est pas toujours, c'est pas dans des bonnes conditions. Tout à l'heure des assurances obsèques. Mais quand vous faites le calcul pour un capital de, je sais pas quoi, moi, de 10 000 en cas de 10 000 euros en cas de décès. En cas de décès, ben, vous multipliez par le nombre de mois et une espérance de vie de X, ben, vous payez une belle cotisation. Hein. Vaut mieux mettre l'argent de côté. Hein. Les assureurs sont là pour gagner de l'argent, pas pour en perdre, ou en tout cas avoir un contrat à l'équilibre. Hein. Donc, on n'est pas dans un système de solidarité comme la sécurité sociale. Il faut se le mettre en tête. C'est des assurances privées. Souvent, ce que l'on ne déclare pas, en fait, c'est comme si on faisait une fausse déclaration. Ah, c'est pas comme si c'est une fausse déclaration. Oui. Si je me rappelle bien, c'était l'article L113.8 du Code des assurances. C'est très précis, bravo. Écoutez, je ne l'ai pas mis, mais... Non, alors, juste pour vous donner un exemple hyper concret, et je finirai là-dessus. Moi, j'ai une dame qui était avec une assistante sociale au téléphone. Et en fait, elle me demande si on a un contrat pour les prêts, pour l'assurance de prêt. Donc, je lui explique que oui, effectivement. Et elle me dit qu'en fait, cette dame-là, elle a été radiée de son assurance parce qu'elle avait fait une fausse déclaration. Alors, en plus, rien à voir avec le diabète. Hein. Je crois qu'elle avait contracté une autre maladie. Mais ils ont vu qu'elle était diabétique et qu'elle n'avait pas déclaré. Donc, même si l'origine de la demande de la prise en charge par l'assurance n'est pas liée au diabète, ils ne prendront pas en charge tout de même. Ça, il faut vraiment aussi prendre conscience de ça. La banque, elle avait souscrit 2 prêts. Il y avait notamment un prêt à taux zéro, qui n'était pas très élevé. Mais on lui a demandé le remboursement anticipé de ce prêt-là, uniquement ce prêt-là. Pour les autres, ils ont réussi à s'arranger. Elle a réussi à être assurée que sur le décès, enfin bref. Eh bien, le remboursement anticipé du prêt, elle ne pouvait pas le faire, parce qu'elle n'avait pas les fonds pour le faire. Sauf que cette femme vivait seule avec ses enfants, et qu'elle a été mise en invalidité. Donc elle avait des revenus qui avaient énormément chuté. Ce qui fait qu'elle a été obligée de vendre son appartement, elle n'a pas pu en racheter un, et personne ne voulait d'elle dans le privé puisqu'elle n'était plus salariée. Et quand vous n'avez pas de fiche de paye, c'est compliqué pour avoir un logement. Donc voilà, la situation de cette femme. Donc, vous voyez, c'est un cas qui est exceptionnel, mais ça existe, c'est arrivé. Voilà. Donc il faut... un prêt immobilier ? Alors j'ai un prêt immobilier de 100 000 euros en cours dans une banque. J'en ai un autre qui a été signé il y a 2 ans de 48 000 euros dans une autre banque. Sans assurance ? Sans assurance. Eh ben oui.
À un moment donné, il faut négocier aussi avec les banques. Hein. Les banques, c'est pas une question de négociation, c'est que comment voulez-vous qu'ils... Là, ils sont sans filet. Attendez, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. À un moment donné, une hypothèque sur une maison, c'est une assurance. Prendre une autre assurance, c'est payer 2 assurances. Mais c'est quand même une obligation de la banque. Non, non, non. Non, non, non. C'est ce que eux, les banques imposent pour vous prêter l'argent. Eh ben non, parce qu'il y a 20 ans, pour ma maison principale, j'ai pas eu de prêt, j'ai pas eu d'assurance. Il y a 3 ans, on a investi dans des locatifs sans assurance. Et il y a 2 ans, on a agrandi la maison sans assurance. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 150 000 € d'emprunt immobilier sans assurance. Bah, tant mieux pour vous. Mais non, mais faut... Enfin... Eh ouais. C'est quelle banque? Crédit Agricole, Crédit Mutuel. La plupart... Non, non, mais... Nous, les retours qu'on a, et la caisse d'épargne en tout premier. Donc ça marche avec toutes les banques. Oui, ça peut marcher avec toutes les banques parce que vous l'avez négocié. Mais aujourd'hui, nous, les gens qui nous contactent, on leur dit... Je voulais, même pour aller plus loin, c'est que les banques, aujourd'hui, sont avec des taux... On propose des taux qui sont tellement bas qu'ils veulent absolument que vous preniez l'assurance de la banque, ce qui n'est absolument pas obligatoire. Aujourd'hui, on peut prendre l'assurance qu'on veut, mais ils mettent la pression pour que vous preniez l'assurance de la banque parce qu'ils gagnent beaucoup. Il ne faut pas se leurrer. L'assurance emprunteur, c'est une manne financière énorme, énorme. Ils gagnent énormément d'argent. Ça, on le sait. Il y a eu on a entendu plein de choses à ce propos, mais c'est clair, ils gagnent beaucoup d'argent là-dessus. Maintenant, ce qu'ils font, c'est que ils veulent, parfois, ils refusent même d'assurer. Ils vous disent, si vous êtes assuré que sur le décès, moi, je vous prête pas l'argent. Même une assurance que sur le décès, ils la refusent. Et quand ça passe par chez nous, si les gens n'ont pas demandé il y a des gens qui sont au courant qu'on a un contrat, ils disent, bon, bah, moi, je passe pas par l'assurance de la banque. Ils proposent notre assurance, ils disent « Ah oui, d'accord, mais là, vous n'avez pas le renforcement d'OEPSI. » Nous, dans notre assurance, on a le renfort d'OEPSI, alors qu'on sait très bien que si la personne elle avait fait la demande, on lui aurait refusé. Eh bien, ils sont obligés de faire la demande auprès de l'assurance de la banque pour leur prouver par A plus B que l'assurance de la banque, elle est moins intéressante. C'est ça. Aujourd'hui, moi, je vous le dis, ce que vous me dites, je vous crois, je veux bien l'entendre, mais clairement, dans la majorité des cas, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, c'est un contrat spécifique. Si vous passez par Alliance directement, vous ne pouvez pas bénéficier du contrat. C'est un contrat qui se négocie avec un courtier, qui est le cabinet Euroditas, qui n'est pas payant, hein, mais c'est lui qui gère le contrat pour nous. Il faut passer par Euroditas, il ne faut pas passer par un agent Alliance. Non, mais c'est important, je le précise, hein, parce que c'est... Oui. Bah, c'est surtout qu'il n'a pas le droit de proposer ce contrat spécifique, en fait, hein, parce que c'est un contrat qui a été négocié avec le médecin conseil de chez Alliance, et c'est lui qu'on voit tous les ans pour négocier le contrat. Hein. Donc voilà. Moi, j'ai une question quand on est à son compte, chez l'entreprise. Moi, je suis à chaque fois confronté pour des investissements professionnels. Également à cette problématique d'assurance. Bien sûr. Voilà, donc c'est un frein au développement de mon entreprise, c'est un frein au développement de mon business. Chaque fois, là on a monté avec mon épouse une SCI pour faire construire un bâtiment pour héberger mon entreprise. On a été obligé de se mettre co-gérant, 50-50, alors que moi je voulais avoir la SCI que sur mon nom et ils ont refusé. C'était sine qua non pour pouvoir avoir ce prêt. La banque disait bah, c'est niette. Voilà. Après, vous pouvez passer aussi par notre contrat, hein, sur les prêts professionnels, ça fonctionne. Et là, et encore, je suis pas avec l'assurance de la banque, je suis avec MetLife. Oui, je sais qu'ils proposent aussi des choses. Ouais. Mais c'est un réel problème, ça aussi. Il ne faut pas penser uniquement aux particuliers diabétiques. C'est vrai que c'est important, mais c'est vrai qu'il y a quand même, on est quand même plusieurs, sur 1 300 000. Je pense qu'on va être quelques-uns à notre compte. Et c'est un réel problème aussi pour nous. Hein. Oui, mais ce que je vous dis, c'est que vous pouvez tout à fait bénéficier du contrat qu'on propose. Ce n'est pas réservé aux particuliers, aux prêts immobiliers, c'est aussi sur les prêts professionnels. Donc ça peut fonctionner, bien sûr. Je vous invite à les contacter. J'ai mis
le numéro du cabinet Euroditas, le courtier justement qui gère le contrat. Vous pouvez les appeler, leur poser des questions. Ils ont un vrai rôle de conseil. Ils ne seront pas là que pour vendre de l'assurance. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter, vraiment. Il y a quand même 4 personnes qui sont dédiées au contrat de l'AFD, donc de la fédération. Donc vous pouvez les appeler sans souci, hein, vraiment. Oui, je pense peut-être qu'on va s'arrêter là. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà. Sinon, n'hésitez pas, il y a mes coordonnées. Vous avez le numéro de téléphone de la permanence téléphonique et puis mon adresse email. Donc vraiment, n'hésitez pas à le noter. Et, vous l'avez sur le site de la fédération ou passez par l'association locale. Il n'y a aucun problème, vraiment, ou par le réseau. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Hein. Je pense qu'on peut remercier Madame Sophie Trio qui a répondu clairement à toutes nos questions. Voilà, on aurait aimé qu'il y ait plus de monde, mais enfin, vous étiez là, c'est l'essentiel. Voilà, merci à tous d'être venus et peut-être une prochaine fois sur une nouvelle manifestation commune avec l'AFD, comme on essaye d'en faire une ou deux dans l'année. On est déjà à 2 là, Damien. 2 au mois de février. Là. Et il y en a qui étaient déjà présents la dernière fois.